Paix et sécurité en Afrique, le 7e forum de Dakar entend aboutir aujourd'hui sur les solutions constructives. Au deuxième et dernier jour de sommet, les dirigeants africains vont faire le bilan de la situation dans le Sahel, du cycle infernal de violence créé par les groupes djihadistes. On va retrouver dans quelques instants notre envoyé spécial Marc Perelman pour faire le point. L'administration Biden tentera, elle, aujourd'hui de convaincre les Russes de ne pas envahir l'Ukraine. Les présidents américains et russes ont rendez-vous cet après-midi par visioconférence. Échange à enjeu alors que des dizaines de milliers de soldats sont actuellement massés à la frontière. On décryptera la situation dans un instant avec Armel Charrier. Et puis la France a pris note de la décision américaine d'un boycott diplomatique des JO de Pékin. Il y aura une réponse coordonnée des Européens, promet ce matin l'Elysée. Par un tel geste, Washington entend dénoncer le génocide des Ouïghours, ce qui a fait réagir, vous les entendrez, les Chinois ce matin. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. Le 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité se poursuit donc aujourd'hui, dernier jour de rencontre en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. L'occasion évidemment d'aborder le sujet qui préoccupe en premier lieu en ce moment sur le continent, c'est la menace djihadiste au Sahel. Marc Perelman, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes selon le président sénégalais Macky Sall. Évidemment, tout le monde a ces mots en tête. La question de la sécurité, c'est le sujet dont on va s'emparer aujourd'hui. Absolument, et c'est le sujet dont on s'empare, hélas, devrais-je dire, depuis des années, sans véritable progrès. Le président sénégalais l'a constaté. Le président de la Commission de l'Union africaine a eu des mots très durs, d'une franchise assez rare dans ses cénacles diplomatiques. Il a affirmé que l'heure est grave, très grave, que jamais l'Afrique n'avait été confrontée à autant de menaces, parce que c'est vrai que la menace djihadiste est toujours bel et bien présente au Mali, au Burkina Faso et au Niger, mais qu'elle s'étend. On a vu une attaque récemment au Bénin, on sait que le Togo est menacé, on sait que la Côte d'Ivoire a été frappée et l'inquiétude est là au Sénégal parce que c'est un pays frontalier du Mali et c'est vrai qu'avec le redéploiement de l'opération Barkhane, beaucoup de questions se posent sur l'avenir de la lutte contre les djihadistes et le président Macky Sall a affirmé qu'il était absolument nécessaire non pas seulement de former mais aussi de financer les armées africaines en proposant notamment que les budgets militaires soient sortis des calculs des organisations financières internationales pour le déficit parce qu'il dit qu'il faut absolument qu'on dépense pour les budgets militaires comme on dépense pour l'éducation. Et il dit que c'est hélas une urgence, mais nous devons y remédier parce que la situation est en effet de plus en plus préoccupante. Marc, il fallait s'y attendre. Le Covid s'est également invité dans ce forum. Les Sud-Africains ne digérant toujours pas leur récente mise à l'écart. Oui, c'est vrai que les organisateurs espéraient parler d'autre chose que du Covid, mais le Covid s'est rappelé à leur souvenir, évidemment par le variant Omicron et par la présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a dénoncé de façon très directe l'hypocrisie sans fin des pays riches. Il a raconté comment il avait parlé à ses pairs d'Afrique de l'Ouest pour leur dire que est-ce qu'ils voulaient toujours qu'ils viennent en Afrique de l'Ouest. Ils lui ont dit oui, absolument, et que par contre, il avait reçu des coups de téléphone des dirigeants européens l'informant qu'on ne pourrait plus voyager depuis l'Afrique du Sud, depuis les pays voisins, et lui raccrochant au nez en lui expliquant que c'était comme ça. Il a dénoncé une forme de colonialisme en s'adressant au président du Conseil européen Charles Michel. Il a aussi renouvelé son appel à la suspension des brevets sur le vaccin du Covid en affirmant que les soi-disant partenaires occidentaux le soutiennent officiellement, mais derrière les tribunes officielles font en sorte que cela ne se fasse pas. Il affirme que cela doit cesser immédiatement. Donc c'est vrai que c'est devenu un sujet de tension ici à Dakar depuis hier. Merci beaucoup Marc Perelman en direct de ce forum à Dakar. Eux vont se parler pour la première fois depuis une longue semaine. Joe Biden et Vladimir Poutine ont rendez-vous cet après-midi par visioconférence. L'occasion pour les deux dirigeants de désamorcer les vives tensions autour des migrants, de la mer Noire, mais surtout de l'Ukraine. Washington redoute que la Russie répète le scénario de 2014 et n'envahisse son voisin. Explication en images avec Serine Bay. Gonfler le moral de ses troupes, c'est dans cette optique que le président ukrainien s'est rendu sur la ligne de front face aux séparatistes pro-russes dans la région de Donetsk, à un moment où les relations ne cessent de se dégrader avec Moscou.
La Russie est accusée par Kiev et ses alliés d'avoir massé des troupes et des blindés à sa frontière avec l'Ukraine, et ce en vue d'une possible attaque. Le Kremlin dément, mais exige que Kiev ne rejoigne pas l'OTAN. De leur côté, les États-Unis ont prévenu. Si les Russes tentent d'envahir leurs voisins, ils feront l'objet de sanctions financières inédites. Washington, qui se dit prêt à stationner plus de militaires en Europe de l'Est, n'envisage toutefois pas pour le moment de riposte militaire directe en cas d'attaque. We made clear that we support Ukraine's right to decide its own future. No one else should have a veto over what NATO decides to do, what a country like Ukraine seeks to do. Ces menaces tombent seulement quelques heures avant un entretien en visioconférence entre les présidents Biden et Poutine. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно. И поэтому давайте хотя бы надеяться на то, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, четко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это. Après un entretien ce lundi soir, les dirigeants américains, français, italiens, britanniques et allemands se sont dit déterminés à ce que la souveraineté de l'Ukraine soit respectée. Et je me tourne vers vous, Armelle Charrier. Bonjour Armelle, pour aller plus loin. Dans quelques heures, donc, il y aura cette rencontre. Américains et Russes se sont déjà parlé. On a en tête évidemment les chefs de diplomatie qui se sont retrouvés récemment à Stockholm. C'est la première fois en revanche que les chefs d'État vont se parler franchement. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce rendez-vous ? On a l'air de dire pas grand-chose. Vous avez certainement tort, pas grand-chose, simplement ils se parlent. L'enjeu est en fait de dire s'ils s'entendent assez bien sur ce sommet virtuel, on pourra imaginer qu'il y en ait un en présentiel au printemps, et s'il y a une rencontre directe, dans ces cas-là, ce sera peut-être plus porteur. Là, vous avez raison de rappeler le canevas, Elisabeth, c'est que quand les chefs de la diplomatie se sont rencontrés, c'est bien qu'ils préparaient ce sommet virtuel, et qu'en fait les Américains essaient de jouer toutes les cartes pour avertir justement de cette escalade. Il y a même le directeur de la CIA qui est parti en Europe du côté de l'Ukraine. Donc on a vraiment cette inquiétude-là du côté des Américains qui disent trop de troupes massées, trop de volonté de la part de Poutine, certainement de faire un dérapage dans la région du Donbass, du côté de l'Ukraine, et cette inquiétude qui en ressort. Ce sommet virtuel, ça sert aussi quand même à ça, à passer dans la désescalade. Mais est-ce que justement Joe Biden va jouer sur les sanctions économiques qu'il a déjà imposées? Est-ce qu'il va aller un petit peu plus loin avec tout le système SWIFT derrière, qui donnerait une exclusion de la Russie sur ce système interbancaire? Ça les dérangerait davantage, parce que évidemment, du côté des Russes, on alarme toujours du gaz qui est acheminé en Europe. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en coulisses, on est effectivement assez inquiet de l'attitude des uns et des autres. Ce niveau de tension, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à cela. Malheureusement, oui, parce qu'on a bien eu tension au travers de la planète et on n'avait pas besoin d'avoir ça au cœur de l'Europe. On voit bien effectivement que le président ukrainien Zelensky est très inquiet lui aussi. Et donc, du coup, sa façon de répondre, c'est qu'il s'arme. Il achète américain, il achète des armes aux Américains. Il a acheté des armes aux Turcs, des drones. Ça a énervé Vladimir Poutine. Et donc, à tout moment, il peut y avoir le pas de trop qui est fait d'un côté ou de l'autre. Peut-être pas du côté des Russes, qui savent très bien quand est-ce qu'il faut manœuvrer ou quand est-ce qu'il faut s'arrêter, etc. Mais si par hasard, on a une explosion du côté ukrainien, là, on aura de toute manière les Russes qui rentreront bille en tête sur ce qui est en train de se passer. Et derrière, on ne sait pas comment vont réagir ni les Européens, ni les Américains. Donc, aujourd'hui, tous les systèmes de renseignement sont très observateurs de ce qui se passe dans la zone, en se rappelant effectivement qu'il faut négocier avec discernement vis-à-vis des Russes qui connaissent parfaitement les stratégies pour faire avancer l'adversaire vers là où ils veulent, mais en sachant aussi avoir du discernement vis-à-vis des Américains qui ont parfois su gonfler les événements quand il le fallait. On a forcément en tête l'Irak, par exemple. Merci beaucoup Armelle pour le décryptage. Évidemment, on suivra ce que donne cet entretien par visioconférence en fin d'après-midi. L'initiative américaine, autre initiative cette fois à destination des Chinois, serait-elle en train d'inspirer d'autres États? Après l'annonce de Washington de vouloir boycotter diplomatiquement les JO de Pékin, la France dit depuis ce matin réfléchir elle aussi à exprimer ses préoccupations sur les droits de l'homme. Il y aura, dit même l'Élysée, une coordination européenne à ce sujet. Washington enverra bien des athlètes au prochain Jeux d'hiver, mais aucun représentant officiel pour protester contre le génocide en cours dans le Xinjiang. Christophe Dansette.
Devant la tour olympique de Pékin, des jeunes s'exercent à leur sport. Ils ne digèrent pas l'annonce d'un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver par Washington. Dans le contexte actuel de pandémie, il y a peu d'événements sportifs. Cette situation est généralisée. Par conséquent, c'est une bonne chose d'organiser les Jeux olympiques d'hiver, non? Pourquoi boycottent-ils? Je pense que l'Amérique manque de respect aux athlètes. Ils se sont entraînés pendant de nombreuses années et puis les États-Unis disent très simplement que leurs diplomates ne participent pas, ce qui montre que le gouvernement américain est lâche. Mais ils ne pourront jamais boycotter la grandeur de la Chine. Le ministère des Affaires étrangères, lui, menace les États-Unis de mesures de rétorsion, sans dire lesquelles. Le mensonge du siècle fabriqué par les États-Unis sur le prétendu génocide au Xinjiang est depuis longtemps démasqué par les faits. La tentative des États-Unis d'interférer avec les Jeux olympiques d'hiver de Pékin par préjugés idéologiques sur la base de mensonges et de rumeurs ne fera que révéler les sinistres intentions de la partie américaine. Washington a annoncé lundi vouloir n'envoyer aucun représentant officiel lors des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Les athlètes américains, en revanche, participeront bien aux compétitions. Un boycott diplomatique pour protester contre ce que la Maison-Blanche qualifie de génocide et de crime contre l'humanité contre les Ouïghours. Plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, ont salué la décision américaine. Dans la foulée, la Nouvelle-Zélande a annoncé boycotter à son tour diplomatiquement les Jeux. D'autres pays pourraient également suivre l'exemple américain. En France, les 65 ans et plus peuvent désormais aller faire leur rappel sans prise de rendez-vous. C'est l'une des annonces hier de Jean Castex qui a dit espérer pouvoir demander aussi la vaccination, démarrer la vaccination des 5-11 ans avant la fin de l'année. Le gouvernement français qui répète qu'il n'y aura aucun caractère obligatoire. En revanche, les écoles passeront dès jeudi au niveau 3 du protocole sanitaire, ce qui signifie le retour du masque partout, y compris dans les cours de récréation. Et les discothèques, elles, vont devoir fermer pendant un mois. Toujours en France, une première victime sortie des décombres ce matin. Un homme de 30 ans a été retrouvé mort après l'effondrement d'un immeuble à Sanaré-sur-Mer la nuit dernière. Une très forte explosion survenue en pleine nuit, peut-être en raison d'une fuite de gaz, a réduit le bâtiment en un tas de gravats. Une jeune femme et son bébé de 6 mois ont été sortis vivants des décombres, tout comme 3 autres résidents. 2 personnes sont encore activement recherchées par la centaine de pompiers, toujours à pied d'œuvre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. L'information revient dans quelques instants sur nos antennes. À tout à l'heure.